Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors c'est vrai que dernièrement on n'a pas eu trop le temps de parler de l'histoire des Bulls, on était plus focus sur l'actu. Mais bon là il y a une petite accalmie donc on va reprendre nos vidéos là où on les avait laissées. Donc petit rappel, parce que ça fait quand même pratiquement 2 semaines je crois. Donc on avait quitté les Bulls à l'été 81 après une première saison dans la conférence Est et des playoffs. Des playoffs un petit peu par miracle, il y avait une énorme série de victoires sur la fin de saison pour assurer un spot en playoff. Le sweep des Knicks au premier tour, ce qui est quand même jamais négligeable. Et par contre, sweep derrière contre Boston qui finira champion quelques semaines plus tard. Donc, mais malgré tout, voilà, grosse progression de la part des Bulls qui ne s'attendaient pas à faire une saison de ce calibre-là et qui espèrent du coup poursuivre sur cette dynamique. On va voir que ça va pas vraiment être le cas. Donc déjà, lors de l'été, les Bulls dégagent Scott May parce qu'il était tout le temps blessé et il n'a jamais pleinement confirmé son énorme potentiel, donc du coup, il est en fin de contrat, ils l'ont jarté. Et ils ont drafté Orlando Woolridge. Le problème, c'est qu'Orlando Woolridge, il se brouille direct avec ses dirigeants, et il y a des problèmes au niveau de son contrat rookie, donc les négociations durent, au point que la saison régulière débute, et il a toujours pas signé son contrat, donc il peut pas jouer. Il signe après 5 matchs. Il trouve un accord pour jouer après 5 matchs de saison régulière disputés. Donc quand il peut commencer, Jerry Sloan le fout sur le banc parce qu'il dit voilà, t'es un rookie, tu commences déjà à faire à faire à foutre le bordel, donc moi je vais pas te donner beaucoup de temps de jeu, je te préviens direct. Donc voilà, Orlando Woodridge débute sur le banc, il a pas beaucoup l'occasion de se montrer. Mais après, les Bulls débutent de manière assez triste. 6 victoires, 12 défaites pour commencer, avec les problèmes des saisons précédentes qui n'ont toujours pas été réglés. La défense est toujours aussi catastrophique. Artis Gilmore fait ce qu'il peut pour protéger son cercle, mais bon, à côté de lui, t'as des types qui sont capables de scorer, comme Reggie Tice qui fait des cartons, Dave Greenwood qui fait le taf en attaque, mais défensivement il est trop lent, et tout le monde qui passe à côté de lui le prend de vitesse. Enfin, c'est compliqué. T'as le meneur Ronnie Lester qui, pareil, la saison précédente, a, a joué à peine 8 matchs à cause de sa blessure, son opération au genou, qui revient, fait des bonnes choses en attaque, mais pareil, défensivement, voilà. Donc, du coup, pour Artis Gilmore, ils sont un peu essolés, et du coup, les équipes adverses cartonnent, tu vois. Il y a toute une série de matchs où les Bulls prennent plus de 115 points, tu vois, contre un peu tout le monde, que ce soit Détroit, Denver, Dallas, enfin tout le monde leur met des crevés. Et du coup, voilà, à part les performances individuelles de Gilmore Ortiz en attaque, il n'y a pas grand chose pour relever le niveau. Et puis surtout, il y a énormément de problèmes d'indiscipline hors parquet, beaucoup d'histoires de drogue. Parce que d'ailleurs, il faut savoir que dans la NBA de la fin des années 70, début 80, la réputation de la ligue est exécrable à travers les US parce que voilà, il y a énormément d'histoires de drogue, de violence, enfin des histoires dans tous les sens. Et donc voilà, les problèmes de drogue sont assez courants en NBA et les Bulls, font pas exception, hein. Ils ont des joueurs. euh, Reggie Tice, par exemple, il est surnommé Rush Street Reggie parce qu'il habite sur la Rush Street à Chicago. Et tout le voisinage le connaît parce qu'il fait des soirées, tu vois, il va un petit peu partout, des soirées arrosées, il picole et la drogue, voilà. Enfin bref, c'est un petit peu le bordel, énormément d'indiscipline dans le groupe, donc c'est vrai que Jerry Sloan il a un peu de mal à gérer ça, et du coup, il va se faire virer pas longtemps après le All-Star Game, où il y aura juste Artis Gilmore qui va représenter les Bulls. Il va se faire virer avec un bilan de 19 victoires, 32 défaites. Et donc les ambitions de playoff qui sont loin. Donc du coup, les Bulls veulent passer à autre chose. Son assistant Phil Johnson va coacher pour un match pour une défaite de 16 points à Dallas. Et puis comme Rod Thorne n'arrive pas à trouver d'entraîneur qui veuille bien finir la saison avec les Bulls, c'est lui qui s'y colle. Il va finir general manager et entraîneur pour les 30 derniers matchs de la saison. Et du coup, comme lui, il vient de drafter Orlando Woolridge, lui il va le mettre dans le 5 de départ, le responsabiliser, il aura plus de ballons en attaque. Du coup, Orlando Woolridge va montrer de belles qualités athlétiques quand même, excellent dunker, super spectaculaire, shooter mi-distance correct, enfin bref, un bon scoreur. Mais enfin, encore un joueur qui défend pas des masses, voilà, à part Gilmore, il n'y a personne qui défend vraiment du côté des Bulls. Et donc, sur ces 30 matchs, les Bulls vont faire 15 victoires, 15 défaites, mais au final, le bilan sera pas fabuleux, hein, 32 victoires, 34 victoires, pardon, 34 victoires, et loin des playoffs. Euh,
notamment d'Atlanta, qui était le dernier spot en playoff. Et donc, bah voilà, une fin de saison compliquée avec encore de moins en moins de fans dans la salle, bah, parce que voilà, Jerry Sloan était populaire, il le dégage. Euh, les résultats, bon bah voilà, ça suit pas. C'est Rod Thorne qui était l'entraîneur pour la fin, donc du coup, à l'été 82, il y a beaucoup de boulot pour lui. Et autant le dire tout de suite, l'été 82 est probablement l'un des plus dégueulasses de l'histoire des Chicago Bulls. Mais une catastrophe absolue cet été 82. Déjà, au niveau du coach, ils font venir Paul Westhead, qui est assez discuté parce que la saison précédente, il était head coach des Lakers. Ils se sont fait sortir au premier tour alors qu'ils étaient champions en titre. Et cette saison où les Lakers sont champions, lui, il était entraîneur assistant. Il est devenu head coach et ils se font sortir au premier tour des playoffs. Donc bah, les Lakers l'ont vite viré. Et bah, bon, comme c'était un des seuls gars disponibles et que bah, il cherchait un poste, voilà, les Bulls prennent Paul Westhead. Mais bon, ça fait pas vraiment l'unanimité à Chicago. Et ce qui va faire encore moins l'unanimité, c'est la draft. Parce que alors là, non, mais la draft. Euh, Au moment où les Bulls doivent choisir, ils hésitent entre l'arrière Quentin Daly et l'intérieur Clark Kellogg. Et ils vont prendre Quentin Daly et ça va provoquer un séisme dans toute la NBA. Parce qu'il faut. Alors voilà, l'histoire, c'est que donc ce joueur, très bon scoreur à l'université, a été impliqué dans une affaire de viol. En fait, il est accusé de viol par une étudiante de sa fac à San Francisco. Et donc, il y a tout un. Donc, le procès se met en place, etc. Et dans les lois à San Francisco, enfin en tout cas en Californie, euh, le jury demande à la plaignante son avis sur la sanction à donner à l'accusé. Et en gros, ils se mettent d'accord sur pour payer 100 000 dollars. Donc Quentin Daly doit verser 100 000 dollars à cette femme pour que l'affaire se tasse. Et là, ça fait énormément, énormément de bruit, surtout que ça arrive 4 jours avant la draft. Avant ça, il n'était pas éligible pour être à la draft. Et 4 jours avant la draft, hop, il a le droit de se présenter. Donc les Bulls le prennent, mais ça fait une tollée monumentale. Toutes les associations des droits de la femme qui appellent au boycott des Chicago Bulls, pour dire faut pas les regarder, parce qu'ils ont pris ce type qui est un violeur, machin. Il s'en sort juste parce que c'est un sportif. Si ça avait été un gars lambda, il serait en prison, machin. Enfin bref, ça fait un bordel pas possible. Et d'ailleurs, Quentin Daly, le pauvre, il va se faire siffler à chaque fois que les Bulls sont joués à l'extérieur, il va se prendre des huées à cause de cette affaire. Et puis, Artis Gilmore s'en va. Il a demandé à être tradé parce qu'il voit que les Bulls n'avancent pas, ils vont nulle part. Donc il est envoyé à San Antonio en échange de Dave Corzine et Mark Olberding. Ouais, voilà, voilà. Voilà. On connaît pas ces noms, c'est normal. Donc voilà, tu ramènes un coach qui est pas spécialement, voilà, qui fait pas l'unanimité. Tu draftes Quentin Daly avec tout le bordel que ça crée autour et tu perds Artis Gilmore. Ah, pour débuter la saison 82-83, c'est pas fameux. D'ailleurs, bon bah il y aura 6 victoires, 13 défaites pour arriver à décembre. Bah, en l'absence de Gilmore, bon bah là c'est porte ouverte, hein. Il n'y a absolument plus de défense, tu prends des cartons par tout le monde, toutes les équipes viennent te pulvériser. Euh, Offensivement, par contre, donc autant Jerry Sloan, tu vois, il essayait de répartir un petit peu. Paul Westhead, il arrive, il fait ok, Reggie, allez, ça passe par toi. Euh, Prends tous les ballons, prends les shoots et régale-toi. Surtout qu'il n'y a plus Gilmore, donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors Reggie, il va cartonner, il va faire plusieurs matchs à 40, 41, 42 points. Il va mettre un match à 46 points pas longtemps avant Noël face à Boston. Euh, alors oui, oui, il va cartonner. Orlando Woodridge, pareil, il est devenu titulaire poste 3. Bah pareil, il enchaîne les belles prestations. Plusieurs matchs à plus de 25, 30 points, etc. Des dunks spectaculaires parce que c'est un joueur extrêmement athlétique. Et puis le petit Quentin Daly, qui fait de super matchs aussi, parce que c'est un excellent, excellent joueur. Alors il est pas très grand, il est assez trapu, mais il est quand même très costaud. Donc quand il attaque le cercle, il arrive à dégager son défenseur à grands coups d'épaule et à attaquer le cercle, provoquer des lancers. Il est très bon pour ça. Une bonne technique de gaucher en plus, excellent shooter. Donc il arrive à scorer, il se montre extrêmement efficace au scoring, malgré pas beaucoup de temps de jeu, parce que c'est un remplaçant. Mais il se classe d'entrée, enfin à la mi-saison, il est encore parmi les favoris
pour le titre de meilleur sixième homme qui vient d'être créé. Donc c'est la première saison où ils vont décerner ce trophée. Et il fait partie des premiers favoris, malgré les résultats collectifs qui sont vraiment pas brillants. Il y a un match où les Bulls marquent 147 points contre les Pistons, mais où là, une folie offensive où tout le monde cartonne. Mais à part ça, c'est vrai que les Bulls décollent pas, tu vois. Il y a toujours les victoires ne viennent pas, il y a des séries de défaites, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà, à part les performances individuelles du trio Tish, Woolridge et, euh, et donc Daly. Mais le problème, c'est que pareil, ces trois joueurs-là, autant ils cartonnent sur les parquets, autant ils font preuve d'indiscipline. Et surtout, Quentin Daly, il a de graves problèmes. Il y a des troubles mentaux assez importants. Une fois, ses coéquipiers le trouvent planqué dans son casier parce qu'il voulait pas jouer le match, il se planquait, il avait peur. Il y a des fois, il en avait marre de se faire insulter par le public quand ils étaient à l'extérieur. Enfin, ouais, il commençait à s'énerver, etc. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de soucis. Lui aussi, énormément de problèmes de drogue avec l'affaire du viol et puis d'autres trucs dont on reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Euh, voilà, ces trois-là, autant ils brillent sur le parquet, mais autant hors parquet, ils brillent par leur inconstance, le manque de professionnalisme, et voilà, ils sont en roue libre, quoi. Donc du coup, ça fait une nouvelle saison très moyenne pour les Bulls qui vont accrocher 28 petites victoires. Voilà, ils vont gagner quelques-unes sur la fin, mais c'est pas fameux. Donc évidemment, les playoffs sont très très loin. Finalement, Daly finit dans le meilleur 5 des rookies. Il n'aura pas la récompense, probablement de meilleur sixième homme, parce que Woolridge se blesse sur la fin de saison et il va passer les 30 derniers matchs à peu près en tant que titulaire, plus sa réputation. Donc du coup plus les résultats collectifs qui sont pas fameux. Donc du coup il n'aura pas le trophée, mais il finit dans le meilleur 5 des rookies, avec Clark Kellogg d'ailleurs, que les Bulls ont failli drafter à sa place. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas une saison à retenir, quoi. C'était vraiment une catastrophe. Donc du coup, quand arrive l'été 83, Paul Westhead est dégagé parce que on se rend compte que c'est pas forcément un super coach. Et donc les Bulls se remettent à la recherche d'un coach, hein. Ça en fait quand même déjà le cinquième dans cette vidéo quand même, hein. Et donc c'est Kevin Lugery qui arrive. Et lui, donc, il a déjà un meilleur background, on va dire. Il arrive d'Atlanta où il a qualifié les Hawks en playoff 2 années de suite. Même si ils n'ont pas fait des parcours exceptionnels, mais enfin en tout cas lui il a cette expérience-là. Euh, à la draft, il récupère le meneur Ennis Waitley qui vient pour remplacer Ronnie Lester qui se fait encore opérer du genou, parce que voilà, ce mec-là il aura passé son temps à l'infirmerie, le pauvre garçon. Euh, donc du coup et d'entrée, il y a des tensions entre Regitis et Lugurid. Regitis est sur le banc pour le premier match, il joue 4 minutes. Et au deuxième match, quand il a un peu de temps de jeu, il se met à prendre des tirs dans tous les sens. Il dit, vu que je joue pas beaucoup, je vais shooter, je vais shooter, je vais shooter. 11 tirs en 11 minutes, Lugurid le remet sur le banc et il joue plus derrière. Donc du coup, de grosses tensions d'entrée. C'est Woolridge et Quentin Daly qui sont les plus responsabilisés en attaque. Et il y a quand même il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une meilleure alchimie collective. 5 victoires, 6 défaites pour débuter. Au début janvier, les Bulls sont à 15 victoires, 17 défaites, donc encore en course pour les playoffs quand même. Avant une série de défaites qui va un petit peu plomber à la fois le bilan, le moral et un peu l'ensemble, parce que finalement, avec toutes les tensions qu'il y a eu, Regitis finalement est tradé. Juste après le All-Star Game, il est envoyé à Kansas City et les Bulls récupèrent un intérieur, Steve Johnson, plutôt solide défenseur, pas vraiment un scoreur de qualité, mais un rebondeur et un défenseur assez efficace. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu, même si il n'y a quand même pas grand monde défensivement du côté des Bulls. Dave Corzine a du mal qui remplace Artis Gilmore comme ça. Donc euh, au moment du trade, les Bulls sont à 21 victoires, 28 défaites. C'est encore jouable pour les playoffs, essayer d'attraper Atlanta, Cleveland, etc. Mais va falloir enchaîner les succès, ce qui malheureusement va pas être le cas. Parce que il y a encore en l'absence de Regitis, faut redistribuer un peu les cartes offensivement et c'est un peu compliqué. À part les cartons de Woolridge et de Quentin Daly,
il n'y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, à part le meneur Ennis Whiteley qui est un fabuleux passeur, qui imprime le rythme, qui va très vite, superbe lecture du jeu. Il enchaîne les matchs à 16, 17, 18 passes décisives. Il fait un match à 22 passes contre les Knicks en janvier aussi. Il en refait un autre à 22 matchs, à 22 passes décisives au mois de mars aussi. Excellent, excellent passeur. Euh, donc une des belles satisfactions. Le rookie Sidney Green, souvent blessé, mais qui, quand il est là, montre de bonnes choses aussi sous les deux cercles. Il y a Jawad Oldham qui est un excellent contreur, tout ce qui passe. L'autre, il a des bras qui sont télescopiques, il contre tout ce qui passe. Mais voilà, c'est des petites pièces, voilà, mais il n'y a rien de vraiment concret à part Woolridge qui score et qui reste un joueur spectaculaire. Mais voilà, avec toutes les histoires qu'il y a derrière les Bulls, donc au final, c'est compliqué de mettre quelque chose en place. Les Bulls finissent encore loin des playoffs, 27 victoires seulement. Il y a vraiment très peu de positifs à ce moment-là à relever pour les Bulls dans un Chicago Stadium qui est de plus en plus vide. On est à 6400 personnes à peu près à l'année. Au fil des années, les Bulls ont eu une baisse de fréquentation dans leur stade assez conséquente, pratiquement 1000 abonnés de moins par saison depuis les playoffs avec Jerry Sloan. Donc là, je viens de parler de 3 saisons qui sont quand même extrêmement compliquées en termes de réputation, en termes de bilan de victoire-défaite, en termes de jeu, en termes de tout. Quasiment, les Bulls sont au fond du trou. Là, ce qu'il leur faut, là, le seul truc qui peut relancer cette franchise à ce moment-là, c'est une intervention divine. Et le 19 juin 1984, les Bulls ont le pick 3 de la draft. Et là, il va se passer un truc de fou. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. En attendant, dès ce soir, aux US, il y a le début de la diffusion de The Last Dance avec euh, bah, Michael Jordan et les Chicago Bulls pour la saison 97-98. On aura probablement le temps de reparler de tout ça. Ce sera disponible à partir de demain en France sur Netflix, demain soir. Donc si vous le voyez ce soir sur ESPN, profitez. Si vous le voyez demain soir, pareil, régalez-vous, ça va être un truc de folie. Les 2 premiers épisodes ce soir et 2 épisodes par semaine, il y en a 10 en tout, 1 heure par épisode, donc il y a moyen de se mettre vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, on aura le temps de parler de tout ça, de profiter de tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bon, à partir de la prochaine, on va partir sur des trucs un peu plus réjouissants, vu qu'on va récupérer Michael Jordan à la draft. Donc on aura le temps de développer tout ça un peu plus. Et puis voilà, continuer cette série de vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls. En attendant, voilà, restez tous en bonne santé chez vous. Et puis on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao et go Bulls.